Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. À ce qu'il paraît, M. Sarkozy aurait fait appel à un professionnel de la communication pour corriger ses erreurs de communication. Quel aveu! Le grand communicateur aurait donc besoin de leçons. L'Élysée, paraît-il, a démenti, mais quoi qu'il en soit, l'appel à quelqu'un d'extérieur semble nécessaire, tant les erreurs, non pas de communication seulement, mais des erreurs tout court de M. Sarkozy sont patentes. Alors, comme j'ai le souci, comme beaucoup d'entre vous, des finances de l'État, et que la leçon de communication qu'il doit prendre ne sera sans doute pas gratuite, je vais m'efforcer de lui en donner une, très modestement, gratuitement. La première des leçons, et la première mesure qu'il faudrait prendre, ce serait d'avoir une vie privée beaucoup plus tranquille, plus conforme à celle dont les Français se font l'idée pour un président de la République. On n'est pas président de la République toute sa vie. Et donc, quand M. Sarkozy aura quitté l'Élysée, il aura tout loisir de se complaire avec le monde de l'argent et le monde des actrices. Mais pendant qu'il l'est, mieux vaudrait qu'il se conforme finalement à ce qui a toujours été la tradition réelle ou affichée des présidents de la République, c'est-à-dire une vie relativement tranquille, à l'abri des expositions exagérées et sans affichage non plus d'une trop grande aisance et d'une trop grande richesse. C'est le premier point. Il n'est pas essentiel, car il est vrai que si M. Sarkozy réussissait, s'il apportait à la France les résultats qu'il a laissé entendre et qu'il a promis, même de manière parfois relativement agressive, même quand il disait qu'il irait chercher la croissance avec les dents, eh bien si ces résultats étaient au rendez-vous, il est vraisemblable que la vie privée de M. Sarkozy n'offrirait pas beaucoup de prise à la critique, même si certains peuvent être choqués de tel ou tel travers, de tel ou tel affichage. Le vrai problème est le suivant. Depuis qu'il fait carrière en politique, M. Sarkozy croit que c'est la communication qui est la clé de l'action. Or, il est vrai qu'il peut avoir, d'une certaine manière, l'idée qu'il a eu raison, car il a pu devenir président de la République. Je crois très franchement que cette accession à l'Élysée doit beaucoup plus à l'extraordinaire médiocrité du personnel politique et du peu de résistance que M. Sarkozy a éprouvé dans son milieu qu'à la qualité de sa communication. Car au fond, la communication, qu'est-ce que c'est sinon le fait de transmettre des faits? Or, les faits que transmet M. Sarkozy actuellement sont quasiment inexistants. La fameuse croissance dont nous parlions à l'instant et dont il a parlé pendant toute sa campagne électorale n'est pas au résultat, elle n'est pas au rendez-vous, tout simplement parce que ça n'est pas comme ça qu'on obtient la croissance. M. Sarkozy a l'impression qu'en se multipliant sur les écrans, en allant rendre visite à tout le monde, il donnera l'impression de faire quelque chose. Oui, il fait quelque chose, il s'agite. Mais au fond, s'agiter n'a jamais apporté grand-chose. Ce qu'il faut, c'est travailler. Et surtout travailler dans la bonne direction. Les premières mesures qu'a prises M. Sarkozy sont des mesures qui vont plutôt dans le bon sens, mais elles y vont si peu loin qu'elles sont sans effet. Et d'ailleurs, M. Sarkozy, dans sa conférence de presse, a fini par avouer la croissance, je n'y peux rien, les caisses sont vides. Et oui, M. Fillon avait lui-même dit que la France était en faillite. Et aujourd'hui, quand on s'aperçoit que les caisses sont vides, eh bien, on doit quand même se poser une petite question quand on est président de la République. Comment se fait-il qu'étant candidat, il ne l'ait pas su? Il était pourtant au gouvernement depuis longtemps, au moins 5 ans. Et il a exercé les fonctions de ministre des Finances pendant un certain nombre de mois. Donc il savait parfaitement que les caisses étaient vides. Elles ne se sont pas vidées entre le mois de mai, date où il a été élu, et le mois de janvier 2008, à laquelle nous nous trouvons maintenant. Donc tout ceci témoigne soit d'une extraordinaire inconscience et d'une incompétence notoire, soit alors d'un mensonge. Je ne suis pas dans l'obligation de trancher entre ces deux versions, car au fond elles m'importent assez peu. Ce que je vois, c'est le résultat de tout cela, qui est une extraordinaire une crise. Voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que ça n'est pas simplement un échec, ça n'est pas simplement une mauvaise orientation, c'est une vraie crise de gouvernance qui tient d'une part à ce que le bon diagnostic n'a pas été fait, à savoir que la France ne peut plus continuer à dépenser autant,
et que d'autre part, bien entendu, on n'a pris aucune des mesures nécessaires pour que cette situation de faillite, car c'est bien le mot qui convient, soit guérie et que la France reparte du bon pied. Donc, le conseil que je donnerai à M. Sarkozy, c'est de rester dans son bureau et d'y faire venir non pas des visiteurs du soir, non pas non plus des gens qui n'ont rien à y faire parce qu'ils vivent dans d'autres sphères et qu'ils n'y connaissent rien, mais de véritables économistes et surtout des économistes libéraux. Tout simplement parce que le monde entier a adopté maintenant l'économie libérale et que la France ne peut pas se tenir à l'écart, sauf à se condamner à la récession, à la crise et finalement sans doute au chaos, car les Français ne supporteront pas très longtemps d'être traités aussi mal et de voir leur situation se dégrader de manière aussi visible et aussi sensible. Donc, si M. Sarkozy veut bien nous suivre, qu'il reste dans son bureau, qu'il étudie la situation et qu'il se rende compte enfin qu'il a fait fausse route. Avoir fait confiance pour le conseiller à deux personnalités dont j'ai déjà parlé à cette antenne, M. Guénaud et M. Soubi, c'est vraiment regarder l'histoire dans un rétroviseur. Ces deux personnages qui n'ont pas que des défauts sans doute, mais dont je peine à apercevoir les qualités, sont des gens qui vivent dans le passé. Alors peut-être pas dans la nostalgie du passé, mais en tout cas ils vivent dans l'idée que ce passé continue aujourd'hui de nous donner des leçons d'histoire. Or c'est le contraire. Ce passé, c'est celui des 30 Glorieuses, de la reconstitution de la France, et du moment où la France, n'ayant qu'une trentaine de points de PIB de prélèvements obligatoires, pouvait se permettre de distribuer dans le régime social les fruits de la croissance, ou une partie d'entre eux. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Nous avons 54% des dépenses publiques, plus que tous les pays européens, et nous avons actuellement, avec l'Allemagne, un différentiel de 9 points de PIB de dépense publique, c'est-à-dire que nous dépensons 9 points de plus que les Allemands, je l'ai déjà dit à cette antenne, ce qui représente 167 milliards d'euros, 1093 milliards de francs. C'est une somme gigantesque, et c'est cette somme qui explique les malheurs que nous subissons actuellement. Donc, il faut donc que le président de la République s'attelle d'urgence à un plan de sauvegarde des finances publiques qui ne se fera pas, bien entendu, du jour au lendemain, ni d'un claquement de doigts, mais qu'il y réfléchisse, qu'il l'élabore avec des conseillers dignes de ce nom, qu'il le présente aux Français, qu'il le fasse avaliser également par Bruxelles, car nous aurons besoin du soutien de l'Union européenne et notamment de nos partenaires de la zone euro pour accepter un certain nombre de violations, mais délibérées, concertées, et indispensable de ce fameux pacte de Maastricht qui nous oblige à ne pas dépenser davantage, et à juste titre d'ailleurs, mais qui aujourd'hui, compte tenu de la situation de la France, risque d'être un motif d'étranglement supérieur et donc un motif d'empêchement. Alors bien entendu, je ne plaide pas pour qu'on laisse filer les dépenses publiques, c'est le contraire. Mais il est bien évident que nous allons avoir besoin, pour ne pas plonger la France dans une récession qui cette fois-ci deviendra tragique, nous allons avoir besoin de certaines facilités, mais qui ne pourront nous être accordées et que nous nous accorderons à nous-mêmes dans le cadre d'une politique délibérée, concertée et qui aura l'aval de nos partenaires, tout simplement parce qu'elle sera raisonnable. Voilà donc les conseils que je voulais prodiguer à M. Sarkozy. Je terminerai en vous disant que je suis certain qu'il ne les suivra pas, tant il est vrai qu'on suit toujours sa pente, et que la pente de M. Sarkozy n'est ni de réfléchir longtemps, ni de travailler vraiment, ni d'avoir le courage, le moment venu, de dire qu'il s'est trompé et de faire machine arrière. C'est pourquoi, en dépit du peu de confiance que j'ai en lui et de la certitude que j'ai qu'il ne suivra pas ses conseils, je me suis quand même permis de les lui donner, parce que je voulais éventuellement vous en faire bénéficier aussi. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté, à bientôt, et vive la France.